Bonsoir à tous. Tout d'abord, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ah oui, personne ne peut répondre parce que vous êtes tous mutés. Oui, okay, très bon. bien. Oui, c'est bon. On voit votre écran. Ok, parfait. Du coup, effectivement, donc, je m'appelle Vincent Chabot et je vous parlais un peu de traitement de données en météorologie. Donc, juste pour un rapide point sur qui je suis, j'ai fait le département génie mathématique de l'INSA de Rouen il y a une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai travaillé pas mal en météorologie, pour le traitement de données. Et notamment à Météo France, où j'ai travaillé pendant 2 ans au sein du Lab IA. Et précédemment, j'ai travaillé aussi 2 ans en tant que data scientist dans une startup. Donc tout d'abord, on va revenir un peu sur les missions un peu de Météo France, enfin, certaines missions auxquelles on s'est attaqué un peu avec l'IA. Donc tout d'abord, on a la mission, enfin une des premières missions de Météo France, ça va être d'observer le temps qu'il fait. Pour ça, on va avoir de nombreux satellites, par exemple, soit géostationnaires, soit à orbite polaire. On va pouvoir avoir des radars qui vont permettre d'observer les précipitations à peu près en temps réel. On va avoir des pluviomètres, des stations, plein de stations disséminées partout sur le globe. Et donc ça va nous permettre d'observer un peu le temps qu'il fait. Ensuite, une deuxième mission, ça va être de prévoir le temps qu'il fera. Donc pour ça, on utilise des modèles numériques qui résolvent les équations de Navier-Stokes. Ces modèles numériques tournent sur des supercalculateurs. Et ensuite, ces sorties de modèles numériques vont être analysées et expertisées par des prévisionnistes qui vont déduire un peu le temps qu'il fera dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Et ensuite, une troisième mission, ça va être de disséminer cette information auprès d'un grand public et d'un public d'industriels qui sont météosensibles. Donc ça peut être soit par le biais du site web de Météo France, on peut accéder aux prévisions, soit par d'autres médias. On peut aussi avoir des bulletins textes qui vont être rédigés, soit pour des clients, soit pour les stations de ski, soit pour des départements. Enfin, on va avoir tout un tas d'industriels qui sont très, très météo-sensibles et qui vont avoir besoin d'une information météo de qualité. Donc je pense notamment au secteur de l'énergie, où quand il fait froid, on a besoin de se chauffer. Et par exemple, EDF a besoin de savoir quelle température il va faire demain pour savoir combien de centrales nucléaires il va devoir activer et à quel point il va devoir les activer. Donc voilà, ça va être un peu sur ces 3 missions-là. On va en reparler un peu tout au long de l'exposé. Et on va voir un peu des choses un peu dans ces 3 choses, dans ces 3 topics. Donc, comme on l'a dit plus tôt, on observe, on prévoit des choses, et ça fait qu'on a plein de données à Météo France. Grosso modo, en ordre de grandeur, c'est que chaque jour, on archive 1 téraoctet de données. Ça ne veut pas dire qu'on en produit 1 téraoctet, on en produit beaucoup plus, mais on n'en archive qu'une seule partie, qu'une petite partie. On va avoir tout ce qui va être concerner les observations, tout ce qui va être les prévisions modèles, donc un peu en bas à gauche, ou les images radars, ça ressemble un peu à ce qu'il y a en bas au milieu, où on va avoir des radiosondages, enfin plein de produits qui vont être archivés et qu'on va pouvoir avoir accès auxquels on va pouvoir avoir accès en tant que data scientist. Donc il y a des produits qui vont être archivés pendant longtemps, d'autres qui vont être archivés pendant un peu moins longtemps, mais pour certains produits, on peut remonter facilement à 20 ans en arrière et ce qu'étaient les données il y a 20 ans. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a des longues séries temporelles de données. Donc, voilà, ça c'est un peu l'introduction. Et maintenant, le plan de mon exposé, ça va être un peu le suivant. On va d'abord revenir sur l'historique du traitement de données à Météo France, ce qui se fait depuis longtemps, en fait, en termes de traitement de données. Ensuite, on va regarder un tout petit peu comment s'organise le machine learning à Météo France depuis un peu plus récemment. Et enfin, on va partir sur des exemples d'applications de machine learning. Donc, c'est une vision qui est, on va dire, très personnelle. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe à Météo France, et je vais certainement oublier des choses, et je vais surtout vous parler un peu de ce que je connais quand même. Je tiens à préciser, si vous voyez des exemples d'applications, enfin si vous voyez que j'ai oublié plein d'exemples d'applications sur lesquelles vous avez contribué, c'est peut-être parce que je ne les connais pas, ou c'est parce que de toute façon, il fallait choisir. Donc, historique du traitement de données. Donc, Météo France, c'est un établissement qui a une forte culture de la modélisation physique. C'est un peu la base de la prévision numérique du temps, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui va permettre d'approximer des équations aux dérivées partielles qu'on va essayer de résoudre. Et donc, avec ça, on va pouvoir faire des prévisions numériques de l'ordre de quelques jours, de quelques heures à quelques jours, voire quelques mois, à l'aide de différents modèles.
À Météo France, on a deux modèles. On a un modèle qui s'appelle Arpège et qui va pouvoir faire des prévisions sur le monde, et un modèle qui s'appelle Arome et qui va pouvoir faire des prévisions juste sur la métropole. Donc là, au milieu, vous avez la grille de la prévision Arpège, Arome, pardon, le petit carré rouge. Donc ça, c'est l'ancien. Bon, voilà. Donc c'est un modèle à aire limitée qui est utilisé pour la métropole. C'est un modèle qui a une résolution d'1 km 3, c'est-à-dire que vous avez un point de grille tous les 1,4 km 3, ce qui fait qu'il y a énormément de données. Et avec ça, on arrive à avoir des précisions spatiales assez importantes pour tout type de données. Donc c'est des choses, résoudre les équations numériques à l'intérieur de ces modèles, c'est des choses qui sont extrêmement coûteuses numériquement, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un supercalculateur. Donc à Météo France, on en a deux qui font partie des meilleurs mondiaux. Et bon, grosso modo, c'est des calculateurs qui ont 2000 nœuds avec 128 CPU sur chaque nœud. Et il y a une grosse partie de ces calculateurs qui est utilisée pour faire tourner ces prévisions numériques du temps. Donc ça, c'est juste un tout petit peu de culture de modélisation physique. Donc, on n'a pas qu'une longue expertise en modélisation physique, on a aussi une longue expertise en traitement de données. Donc, dans les premiers traitements de données qu'on peut citer, on va voir ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les adaptations statistiques. C'est des choses qui sont opérationnelles depuis très longtemps à Météo France. C'est du machine learning qui est opérationnel. Donc, l'objectif des adaptations statistiques, ça va être d'améliorer la prévision d'un modèle à l'aide de données historiques. Grosso modo, on peut regarder un peu la figure en dessous. Grosso modo, par exemple, on a un modèle, on a un ensemble de prévisions qui vont être fournies par un modèle qui vont suivre la courbe noire, et on a des observations en vert. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est rapprocher un peu plus, au plus proche la sortie modèle des observations. On va vouloir corriger la distribution de la sortie modèle pour qu'elle colle un peu plus à ce qu'on a observé à différents points station. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser divers prédicteurs au niveau de la station qu'on connaît. Donc, si on veut corriger la température, par exemple, on va prendre en prédicteur la température, mais on va aussi prendre le vent et la pluie prévus par le modèle, et on va essayer de minimiser la différence entre la température prévue par le modèle et la température vue par la station. Et pour ça, les algorithmes qui sont utilisés sont historiquement les régressions logistiques et les algorithmes de type random forest. Donc c'est une première application qui est extrêmement importante, parce qu'elle va permettre de corriger, après avoir fait une prévision numérique, la prévision de telle sorte que celle-ci colle un peu plus aux observations. Donc ça ne va pas forcément faire des corrections de 10 degrés, hein, ça peut être plutôt de l'ordre de 1 degré, ce qui n'est pas spécialement important quand nous, on sort pour aller se balader, mais ce qui est extrêmement important pour les industriels qui sont météo-sensibles. 1 degré, c'est à peu près une centrale nucléaire à allumer en plus pour Météo France, pour EDF. Donc ça, c'est une première application. Une deuxième application en traitement de données, ça va être la simulation de données. Quand on fait tourner un modèle numérique, on a besoin d'un état initial. Or, cet état initial du système, il n'est jamais connu. La simulation de données, son but, ça va être de rapprocher au plus proche notre connaissance de l'état d'atmosphère des observations. Donc, c'est un problème qui n'est pas vraiment du machine learning, c'est du moindre carré pondéré avec des modèles non linéaires au milieu. Ça se rapproche un peu du machine learning, et il y a des gens de la communauté qui commencent à dire que le machine learning, c'est juste de la simulation de données avec un modèle physique, enfin sans modèle physique. Bon, bref, c'est des débats, mais c'est quelque chose où on a des données extrêmement volumineuses. On a un problème bien indéterminé, parce qu'on a 10 puissance 9 observations pour un vecteur d'état qui est de taille de l'ordre de 10 puissance 11, 10 puissance 12, et on résout ça par moindre carré. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Ça fait aussi une bonne vingtaine d'années que ça existe. Bon, et il y a bien 30, 40 ou 50 personnes qui travaillent sur cette problématique à Météo France. En autre traitement de données un peu machine learning qui est historiquement réalisé à Météo France, c'est la classification des circulations météorologiques types en termes de régime de temps. L'idée, ça va être d'appliquer un CAMIN sur une variable météo qui est la pression réduite au niveau de la mer, et de voir si on arrive à isoler des circulations types. Donc c'est typiquement
enfin c'est typiquement du machine learning, de la classification non supervisée. Le but, c'est d'avoir une idée de ce que vont donner ces situations types en termes de temps sensible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des situations où il va pleuvoir plus, ou est-ce qu'il y a des régimes de temps qui vont nous donner une température plus froide sur la France. Donc c'est fait notamment pour avoir une meilleure prévisibilité. On a une meilleure prévisibilité des régimes de temps que du temps sensible associé. Et si on arrive à prévoir le régime de temps, on peut avoir une meilleure prévision du temps sensible associé. Donc voilà un petit peu un bref historique de ce qui est fait depuis de nombreuses années à Météo France. Maintenant, je vais passer un tout petit peu plus au présent et un peu comment ça s'organise. Donc tout d'abord, qui fait du machine learning Météo France? Donc on a les équipes qui historiquement en faisaient, qui continuent à en faire, c'est bien logique, elles continuent à travailler sur les problèmes qui les intéressaient, soit l'adaptation statistique, soit la simulation de données. Et après, on a d'autres équipes qui sont un peu montées ou un peu transformées ces dernières années pour commencer à travailler de plus en plus sur du machine learning. Donc, on va avoir l'équipe data science et consulting qui va le faire pour notamment des clients de Météo France, qui va traiter des sujets type quelle va être la température d'un colis au cours de son transport, et va essayer de relier la température du colis aux sorties de modèles de prévision numérique, ou qui va essayer de prévoir la rugosité des rails lorsqu'on a des feuilles. Donc on a cette équipe-là, et on a en 2019 la création d'un lab IA à Météo France, qui a pour mission de faire un peu plus de choses en deep learning et en machine learning. Et enfin, on va avoir des experts, des gens qui vont monter en compétences au sein d'un peu nombreuses équipes au sein de Météo France, et notamment au CNRE. Donc pour organiser tout ça, pour que ces gens-là se communiquent bien, il y a deux organisations qui se sont mises en place. Tout d'abord, il y a eu le club de deep learning, depuis maintenant 4-5 ans, qui s'est mis en place avec des réunions tous les 3 mois, où le but, au début, ça a été de commencer à monter en compétences sur le deep learning à Météo France, et maintenant, c'est de faire communiquer tous les gens qui en font, que chacun soit à peu près au courant de ce que font les autres, pour pas qu'il y en ait deux qui fassent la même chose sans le savoir, et pour partager un peu nos expériences et nos déboires, des fois. Et il y a un autre groupe qui s'est monté en 2020, qui est un peu plus recherche, et qui est un groupe de travail thématique transverse autour de l'IA. Donc ces deux groupes cohabitent, et les gens partagent leur expérience au sein de l'établissement, au sein de ces deux groupes. Donc c'est assez important. Donc le lab IA, je vais revenir un peu plus parce que c'est là où j'ai travaillé pendant 2 ans. Et donc le lab IA, ça a été financé par le gouvernement, par un fonds public de transformation de l'action publique. Le but, ça a été d'accélérer l'investissement en IA à Météo France. Donc pour ça, Météo France a recruté 7 experts en data science ou en infrastructure pour une durée de 3 ans. Et ensuite, les a mis sur différents projets, et avec quelques autres missions un peu transverses à exécuter, notamment faciliter l'accès à la donnée en interne. On sait qu'à Météo France, il y a beaucoup de données, sauf que ces données-là, elles sont générées de manière un peu différente dans chaque service. Elles vont être gérées un peu de manière différente dans chaque service. Et savoir que la donnée existe, c'est pas forcément y accéder. Et y accéder, c'est des fois un peu compliqué. Et donc, un des premiers buts, quand on veut faire du traitement de données, c'est déjà d'y accéder, et d'y accéder assez facilement. Donc, c'était un des premiers buts du lab IA, c'est d'arriver à faire quelque chose où on puisse accéder facilement à la donnée. Ensuite, ça a été d'installer et d'administrer une infrastructure GPU. Donc, actuellement, le lab IA a une infrastructure de 20 GPU NVIDIA. Et voilà, donc pour faire du deep learning, on en a besoin. Sans ça, c'est un peu compliqué quand même. Ça a été d'organiser des sessions de formation en interne pour faire monter en compétence les gens dans les différentes équipes. Ça a été aussi de faire un peu de support sur le machine learning et sur le deep learning aux personnes dans les différentes directions. Donc si des gens s'attaquent à des sujets et qu'ils ont besoin d'un petit coup de main, d'une réunion dans 1 heure, c'est un des buts du lab IA de permettre d'avoir ce petit coup de main. Et enfin,
une des missions, c'était de mettre à disposition un jeu de données météo pour la communauté Data Science. Donc c'est ce qui a été fait avec MétéoNet, un jeu de données dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler par le récent concours qu'il y a eu sur Kaggle, notamment, je crois, organisé pour ce master. Donc le LabIA, ça a été ça, ces missions, et ça a été piloté de manière collégiale par l'ensemble des directions de Météo France. C'est-à-dire qu'il y avait un chef du LabIA, mais les projets sur lesquels étaient alloués les gens ont été décidés de manière collégiale par un comité de pilotage qui avait des représentants de chacune des grandes directions de Météo France en son sein, pour que les directions acceptent de se mettre d'accord sur les sujets qui étaient importants pour tout le monde. Donc c'est une structure, comme je l'ai dit, qui a été financée pour 3 ans et qui doit prendre fin bientôt, et qui est en cours de pérennisation. Elle n'aura pas forcément 7 experts lorsqu'elle sera pérennisée, elle en aura plutôt 4, mais voilà, c'est en cours de pérennisation. Et quand on travaille au sein de cette structure, le travail est un peu double. Il faut avoir une bonne connaissance des techniques de data science et du machine learning, et il faut aussi avoir une capacité importante à aller discuter avec des experts métiers. C'est-à-dire qu'en tant que data scientist à Météo France, on n'est pas météorologue, et le jargon des météorologues n'est pas forcément très évident. Et donc, du coup, il va falloir aller discuter avec eux de leur thématique, c'est-à-dire sur quoi ils travaillent et pourquoi ils pensent avoir besoin d'IA sur leur projet. Essayer de comprendre leurs besoins pour arriver à fournir un produit qui répond à leurs attentes. Puis il faut aussi aller parler avec eux pour savoir comment ils ont encodé leurs données, sous quelle forme un peu étrange ils ont mis leurs données. Donc voilà un tout petit peu pour l'historique de l'IA à Météo France. Maintenant, je vais vous présenter quelques applications qui ont été réalisées principalement, là, je vais vous parler de ce qui a été réalisé au sein du LabIA. Donc les résultats que je vais vous présenter par la suite, ce n'est pas les résultats que j'ai obtenus forcément moi, c'est des résultats qui ont été obtenus par de nombreuses personnes qui ont travaillé au sein du LabIA à Météo France, donc notamment pas mal de stagiaires, et j'ai certainement pas mentionné tout le monde ici. Mais bon, on fait comme on peut avec sa mémoire. Donc, la première application sur laquelle je voudrais revenir, c'est la prévision immédiate de nébulosité. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la nébulosité? La nébulosité, ça va nous dire quelle couche nuageuse on va avoir au-dessus de la tête. Le but, ça va être d'essayer de voir comment cette couche nuageuse va évoluer dans le temps. Donc, la prévision immédiate, c'est une prévision à très courte échéance. C'est quelque chose la thématique de la prévision immédiate, c'est quelque chose qui est historiquement fait à partir d'algorithmes de type maths appliquées et de temps en temps à partir de modèles numériques. Il y a un peu les deux choses qui se combinent. C'est une prévision pour la nébulosité qui va jusqu'à 2h30, c'est-à-dire qu'on va prévoir ce qui va se passer dans l'atmosphère pour les 2 prochaines heures à peu près, et sur l'ensemble du globe. Le but, c'est de prévoir à la fois s'il va y avoir un nuage et quel type de nuage il va y avoir. Pour faire ça, on va utiliser des données de type cloud type, enfin, on va utiliser des données satellites, de satellites géostationnaires, qui vont nous donner des informations sur la présence de nuages actuellement dans l'atmosphère. Et pour faire ça bien, il faut des calculs très rapides, parce qu'il faut mettre à jour très, très, très fréquemment ces produits. Donc, quand je dis très rapide, c'est de l'ordre de 5 à 10 minutes. Au-dessus, ça commence à devenir très long. Donc, la prévision de nébulosité, c'est ça. Et donc, pourquoi on veut prévoir la nébulosité? Alors, il y a plusieurs applications. Il y a des applications qui sont un peu plus internes et d'autres qui sont un peu plus externes. Une première application, ça va être de prévoir la production des panneaux solaires. Si on a une idée de la couverture nuageuse, on peut avoir une idée du rayonnement solaire, ce qui donne une idée de la production de panneaux solaires sur les prochaines heures. On a aussi un autre gros utilisateur qui va être l'utilisateur du spatial pour optimiser la prise de vue des satellites. En météo, un nuage, c'est quelque chose qui nous intéresse d'observer. On aime bien savoir sa structure, etc., comment ça se passe. Pour quelqu'un qui prend des prises de vue où il veut voir le sol, un nuage, c'est surtout quelque chose qui l'embête.
C'est un endroit où il n'aura pas de données dans le visible. Donc du coup, prévoir l'évolution de la couverture nuageuse, c'est extrêmement intéressant pour les gens qui font du spatial, notamment pour Airbus, qui nous avait demandé cette chose-là, à savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée d'où vont être les nuages dans les prochaines heures pour orienter le satellite vers un endroit où il y aura le moins de nuages possible. Donc, comment on fait ça? Donc, je vais commencer tout d'abord par expliquer comment on a attaqué le sujet pour prévoir est-ce qu'il y aura nuage ou est-ce qu'il n'y aura pas de nuage. Donc, pour ça, on a commencé à découper notre image de satellite géostationnaire en petits bouts. Donc là, on voit un petit bout sur la France, et ensuite à binariser les zones où il y a des nuages et les zones où il n'y a pas de nuages. Donc en jaune, sur l'image, c'est un endroit où il y a un nuage, en violet, c'est un endroit où il n'y a pas de nuage, et ensuite, on a constitué un jeu de données de un peu plus de 6000 séquences d'images sur 2 ans, où on a en entrée 4 images, les 4 dernières images, et en sortie de notre jeu d'entraînement, enfin, la sortie qu'on vise, ça va être de produire les images qui arrivent par la suite. Donc en entrée, on prend 4 images, on essaye d'en déduire un mouvement ou une évolution des nuages à partir de Deep Learning, et pour prédire les 2h30 qui arrivent par la suite. Donc les images qu'on a en entrée sont espacées de 15 minutes, elles ont juste l'information nuage ou pas nuage. Au milieu, on a mis un réseau de neurones de type UNet, et en sortie, on veut prévoir les images satellites, avoir la probabilité qu'il y ait un nuage ou pas sur l'image. Et ensuite, on post-traite ou pas. Donc ça, c'est pour la prévision binaire. Si maintenant on est intéressé par prévoir la classe de nuages, on va modifier un tout petit peu les sorties. En entrée, on ne va plus avoir uniquement la probabilité d'avoir les nuages, mais on va avoir l'ensemble de la description des couches nuageuses, c'est-à-dire quel nuage j'ai à quel endroit, et on va adapter la couche de sortie et la fonction coût pour cela, pour arriver à prédire la classe nuageuse. Donc on va prédire 2 choses dans ce cas-là. On va prédire à la fois la probabilité qu'un pixel ait un nuage et la probabilité de la classe, sachant qu'il a un nuage. Donc en prévoyant ces 2 choses, on arrive à peu près correctement prédire le déplacement des nuages dans les prochaines heures. Donc là, c'est des exemples de résultats qu'on obtient. Donc à gauche, vous avez la vérité terrain, c'est-à-dire ce qui a été observé pendant une séquence de temps d'à peu près 1 heure. Donc au début, on a des images qui vont être la vérité. Enfin bon, après, on a la vérité terrain. Au centre, on va avoir ce qui va être produit par le deep learning. Donc quand le temps est négatif, c'est des observations, et quand le temps est positif, c'est la prévision. Donc ce qu'on observe, c'est que l'algorithme de deep learning prévoit globalement bien le déplacement, et par contre va avoir tendance à un peu lisser les formes qu'on observe. Les formes qu'on observe, c'est les classes de nuages. Et à droite, on a l'ancien algorithme qui était utilisé, qui était un algorithme de flow optique, où on voit à peu près aussi bien le déplacement, mais qu'on préserve une espèce de structure physique. Il se trouve qu'en fait, le deep learning statistiquement fait mieux que Exim, et notamment, il est capable d'arriver à conserver des nuages stationnaires, même dans un flux qui a l'air de bouger. Donc, par exemple, des nuages de basse couche qui se trouveraient au niveau des Pyrénées peuvent être conservés stationnaires avec le deep learning, parce qu'ils ne sont pas entraînés par le flux, alors qu'avec l'algorithme de type flow optique, ça n'est pas le cas. Donc globalement, on était assez content. On a été assez content de cette application. C'est quelque chose qui a plutôt bien marché. On a mis en production un premier prototype en temps réel qui porte à peu près satisfaction, avec les prévisions multiclasses jusqu'à 2h30. Et on a un passage opérationnel qui est prévu dans les prochains mois, on espère, avec une prévision qui va tourner en moins de 10 minutes sur 5 CPU. Et donc on a à peu près rempli les contrats pour cette application, c'est à savoir prévoir mieux qu'avant la classe de nuages qu'on va avoir au-dessus de la tête, et prévoir ça dans un temps très court. Donc ça, c'est une première application qui marche bien en deep learning, c'est la prévision immédiate. Du coup, comme on s'est aperçu que la prévision immédiate, ça marchait bien, on s'est dit, on va faire la même chose, mais pour les précipitations.
Donc l'idée, ça va être d'extrapoler la trajectoire des images radar. C'est avec le même principe, hein. On va prendre des images en entrée, on va construire notre séquence et on va essayer de faire la même chose en sortie. Donc les algorithmes qu'on a employés pour ça, c'est à peu près la même chose. On a testé avec un UNet, puis après on a testé un peu avec un GAN pour voir si on pouvait améliorer les choses. Et on a comparé ça avec plusieurs produits à Météo France qui faisaient à peu près la même chose. Donc tout d'abord, on a comparé ça aux algorithmes, un algorithme de flow optique. Donc c'est le transport, enfin l'algorithme de flow optique, j'en ai un tout petit peu parlé avant. C'est juste l'advection par un champ de vitesse de la dernière image. Et on a aussi comparé ça avec un modèle de prévision physique qui est AROMPI. C'est un modèle qui permet de faire des prévisions à très courte échéance et assez rapidement. Donc, quand on s'est attaqué à ce problème, on a rencontré un problème. C'est que notre algorithme qui marchait bien pour la prévision de nubulosité, ça marchait un peu pour la prévision de précipitation, mais pas comme on l'espérait. Lorsqu'on faisait de la prévision, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les pluies intenses disparaissent. C'est plutôt embêtant, parce que les pluies intenses, c'est quand même ce qui va intéresser beaucoup le prévisionniste. Donc ici, vous avez à gauche une prévision faite par le modèle de deep learning, et à droite, vous avez la vérité. Ce dont on s'aperçoit, c'est que tout ce qui est en jaune, qui marque les pluies intenses, a complètement disparu sur l'image de gauche. Donc on est resté bloqué un long moment sur ce problème. On a passé peut-être un stage, et peut-être un peu plus que ça, bloqué sur ce problème-là. Et puis un jour, un collègue a eu une idée. En fait, ça a été de réutiliser une hypothèse similaire à celle du flow optique pour résoudre ce problème. Ce qui se passe avec le flow optique, c'est on fait juste de l'advection. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe comme hypothèse qui est un peu sous-jacente, c'est qu'on va transporter les intensités et qu'on va avoir une intensité qui va être à peu près constante au sein de la séquence d'images. Donc, l'hypothèse qui a été faite, donc l'idée qu'a eu ce collègue-là, c'est de faire la même hypothèse, c'est de reprendre la séquence prévue par le modèle deep learning et de dire, maintenant, je vais ajuster les intensités pour que ces intensités pour qu'on ait une répartition des intensités qui soit constante au cours de la séquence. Et donc, ça a plutôt bien marché. On a des scores meilleurs maintenant qu'avec les anciennes techniques. Là, ici à gauche, vous voyez donc ce qu'on a sans transfert d'histogramme, au sens qu'on obtient avec un transfert d'histogramme. Donc, on s'aperçoit qu'il y a quelques cellules un peu intenses qui réapparaissent. Et à droite, on a toujours la vérité. Donc, c'est toujours quand même un peu bruité. Et c'est toujours ça peut être un peu dérangeant, ça va dépendre peut-être des applications derrière qu'il va y avoir. Donc ce fait que ce soit un peu bruité, ça nous a aussi donné l'idée de tester autre chose, c'est de tester une architecture de type GAN, pour voir si on arrivait à mieux reproduire des structures qui avaient l'air cohérentes physiquement. Donc c'est ce qu'a testé aussi un stagiaire au cours de son stage. Et donc ce dont on s'aperçoit, c'est que les structures quand on utilise un réseau de type GAN, enfin le réseau de type GAN qu'il a entraîné, ce réseau permet de conserver des cellules intenses, pas forcément qu'à l'endroit où il y a des grosses cellules. Donc là, on voit quelque chose un peu sur la Bretagne qui conserve une intensité, alors que par exemple sur le UNet, elle perd complètement son intensité. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à voir ensuite si les prévisionnistes ou les utilisateurs de ces produits-là sont intéressés par cette caractéristique ou préfèrent quelque chose qui lisse un peu les pluies. Donc ça, c'est pas encore tout à fait définitif. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est aussi assez content et qui a fini par marcher et qu'on devrait aussi porter en production dans les prochains mois. Maintenant, j'ai passé à un autre type d'application qui est la génération automatique de bulletins météo. Alors, c'est tout autre type. Donc, le but, ça va être d'initialiser des bulletins météorologiques spécifiques pour soit des clients, soit pour des départements. Pour ça, on va devoir définir les zones qui vont être à risque pour un client et produire des textes qui décrivent ces risques. Donc, disant, voilà, vous avez un risque de cumul de neige assez fort sur l'agglomération toulousaine demain en début de journée, par exemple. Donc, dire à la fois
pour le client où est-ce que va avoir lieu le risque. Donc si la personne surveille tout le département de la Haute-Garonne, lui dire que c'est spécifiquement à Toulouse qu'il va avoir ce risque, et quand va avoir lieu ce risque. Donc on va avoir cette chose-là. Et on va avoir aussi dans ces bulletins texte un texte de synthèse qui va décrire la situation météorologique globale, générale. Et donc tout ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de l'initialiser. Donc du coup, il y a une première application qui est opérationnelle qui s'appelle Agathe et qui tourne, et je vais vous décrire un tout petit peu, puis je vais décrire un tout petit peu ces évolutions récentes et envisagées. Donc actuellement, ce qui est fait pour définir les risques, c'est qu'on va utiliser des points communs. On va prendre 1500 points un peu sur la France, et on va évaluer les risques en ces points-là, et on va dire, bah voilà, si sur ce point-là j'ai ce risque, ça représente le risque sur toute une zone, et je vais pouvoir générer je vais pouvoir calculer mon risque et générer un texte à partir de templates. Ça va donner des textes de ce type-là. Il neige sur le blason d'Alsace de la nuit de jeudi à vendredi. Les zones concernées par l'alerte sont ça. Enfin voilà, et on a de la neige, entre 0 et 7 cm de neige, et la neige va être mouillée. On va voir ce type de phrase qui va être générée automatiquement et envoyée à des clients. Enfin, envoyée. Pas forcément envoyée tout de suite. Elles vont déjà d'abord passer par le biais d'un prévisionniste qui va valider ou corriger le commentaire. Donc ça, c'est pour les risques, c'est fait de cette manière-là. C'est pas hyper data science ni traitement de données, donc j'ai passé assez vite. Et ensuite, par contre, sur les textes de synthèse, je vais m'attarder un tout petit peu plus longtemps, parce que là, on rentre quand même dans une application de data science opérationnelle aussi depuis quelques années. Donc, je vais vous dire un tout petit peu plus comment ça marche. Donc, pour le texte de synthèse, le but, ça va être de dire, donc le but du texte de synthèse, ça va être de résumer la situation à l'échelle de la zone client. Donc là, grosso modo, ça va être le dire qu'au début, c'est nuageux, ensuite il y a de la pluie qui va arriver, qu'elle va s'étendre et qu'elle va rester. Et que même ici, la limite pluie-neige va descendre à 1500 mètres, et comme au maximum sur ce département, l'altitude maximum c'est 1682 mètres, on risque d'avoir de la neige qui apparaisse à certains endroits. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les points communs qu'on a définis. Là, sur ce département, on en a 7. Et on va faire un petit pipeline pour arriver à générer notre texte. Donc tout d'abord, on va trier ces points pour avoir le plus mauvais temps. Donc, ici, on avait nos 7 points. On voit que sur le point 1, on a d'abord du nuageux et ensuite de la pluie. Sur le point 5, c'est pareil. Sur le point 7, c'est pareil. Et sur les autres, on a 2 fois nuageux et ensuite pluie. Donc, on va commencer par trier pour avoir les plus mauvais temps en haut et ainsi réordonner un peu notre matrice. Ensuite, on va essayer de trouver une situation de référence. C'est-à-dire que notre matrice de 7 pictos, 4 pas de temps, on va essayer de trouver quelque chose dans notre base de données, quelque chose qui va être une référence la plus proche. Et pour ça, en fait, on a introduit une distance euclidienne entre les pictogrammes de temps. Grosso modo, on va dire que la pluie, c'est assez proche de la bruine. Par contre, c'est assez éloigné d'un temps de neige. Et que du coup, et ça va nous permettre de calculer une distance entre cette matrice et des matrices de référence. Donc notre situation, on trouve la plus proche. Ensuite, à partir du moment où on a trouvé la situation de référence la plus proche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va la récupérer, et on va récupérer le texte qui lui est associé. Donc ici, par exemple, le texte, c'est le template qu'on récupère, c'est le ciel est bien chargé, les nuages donnent rapidement quelques, et là c'est des balises à trous qu'on va répondre par la suite, quelques pluies éparses. Ces précipitations tombent d'abord sur la région avec des précipitations, donc là c'était des causes à l'Aubrac. Donc si on remonte ici, on a l'Aubrac ici et les causes, donc la pluie tombe d'abord des causes à l'Aubrac, et ensuite elle va en soirée, puis partout en seconde partie de nuit. Il pleut, puis la limite pluie-neige s'abaisse progressivement à 1500 mètres au lever du jour. Donc c'est
des textes qui vont être rédigés, des textes qui vont essayer de synthétiser la situation météorologique et qui vont être rédigés de manière automatique. Donc, le principal intérêt en termes de data science là-dedans, c'est la manière dont ont été construits les clusters. Donc, pour ça, on a pris 2 ans d'archives de prévision et notre distance euclidienne qu'on a introduit, et on a fait un K-means duquel on a tiré 1500 clusters, avec des situations qu'on espère homogènes. Donc c'est énorme en termes de situations. Et pour chaque cluster, on a demandé à un prévisionniste de rédiger un texte de template qui décrivait correctement ce qui se passait dans le cluster. Donc ça a été un travail assez monstrueux de rédaction de textes de template, que je ne sais pas si les prévisionnistes ont beaucoup apprécié à l'époque. Mais ça marche, c'est quelque chose qui est en production et qui marche à peu près, qui marche un peu. Donc, pour résumer cette production de texte, c'est en production depuis 2018 et ça permet de générer 100 bulletins toutes les 15 minutes. Donc, c'est des calculs qui sont assez rapides parce qu'ils sont effectués sur assez peu de données. On a 1500 points communs pour faire l'analyse des risques et pour faire la génération du texte de synthèse. On n'a pas du tout une vue modèle, on a une vue vraiment très ancienne, on va dire. Et c'est un projet où il y a beaucoup de temps qui a été passé sur la validation de l'ensemble des textes, des clusters, de la distance euclidienne. Il a fallu lancer le logiciel sur de nombreuses situations, voir un peu les sorties, faire des allers-retours, etc. Et quelque chose qui embête beaucoup les prévisionnistes, c'est que dans les textes qui sortent, il n'y a pas du tout d'éléments de situation générale. On nous dit qu'il pleut, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une perturbation qui arrive? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'elle arrive par l'océan? Est-ce qu'elle arrive par la mer? Est-ce qu'on a juste le passage d'un front froid? Est-ce que c'est une dépression, puis autre chose? Enfin voilà, il y a beaucoup... Donc toute cette chose-là qui est faite de manière, on va dire, routinière par les prévisionnistes de Météo France, on ne le retrouve pas dans ces textes de synthèse, et c'est quelque chose qui les embête un peu. Du coup, pour répondre un peu à l'ensemble de ces problèmes, il y a eu un changement de paradigme récent et qui a été introduit par le projet Prométhée, où l'idée c'était de se passer des 1500 points communs, mais d'avoir une vision point de grille, c'est-à-dire d'utiliser l'ensemble de l'information météo qui provient des modèles. Donc on passe en ordre de données de quelque chose qui fait plutôt 100 mégas en entrée à quelque chose qui va vers plutôt 1,5 Tera. Donc c'est beaucoup plus d'informations pour essayer, alors, du côté risque, de louper moins de risques. C'est-à-dire, si le point commun n'est pas à risque, on déclare toute la zone par risque, alors que quand on prend le modèle, comme il va y avoir pas mal de points dans la zone, on va pouvoir essayer de voir combien il y a de points qui sont à risque dans la zone pour arriver à dire s'il y a un risque. Donc c'est un projet qui a été fait en partie pour ça, pour améliorer les bulletins, les textes de synthèse, et pour avoir des risques aussi qui correspondent plus aux attentes clients. Dans le projet antérieur, il y avait une dizaine de risques qui étaient définis, et on pouvait un tout petit peu les paramétrer, mais pas grand-chose. Dans ce projet-là, le but c'était de pouvoir avoir des risques qui soient n'importe quoi, une combinaison de n'importe quel type de variable, et à la fois de pouvoir le calculer et en parler. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment on est passé, qu'est-ce que ça implique de ce changement de paradigme sur le calcul de risque, et ensuite je vais vous expliquer comment on peut espérer en tirer un meilleur parti pour les textes de synthèse. Donc voilà, ça j'ai déjà un peu dit. Donc ce qui est attendu de ce projet, c'est effectivement d'avoir quelque chose de plus proche de ce que veut le client et de mieux détecter les risques. Et aussi d'ajouter l'information sur les objets météorologiques dans les différents textes de synthèse. Donc, historiquement, le résumé de l'information était très simple.
on avait nos 7 points sur la zone, et on avait notre matrice 7 et on avait nos 4 temps, notre 4 pas de temps, et ça nous donnait une information 7, finalement 28 informations sur la zone, et on cherchait une situation de référence à laquelle se raccrocher. Là, le problème, c'est qu'on va avoir énormément de données sur une zone, et qu'on ne peut pas effectuer exactement la même chose pour à la fois calculer le risque et générer le texte. Donc, comment résumer l'information modèle ? Ça va être la question, ça va être comment on va localiser temporellement et spatialement le risque pour produire un texte. La localisation temporelle est aussi importante. On peut maintenant, dans ce projet-là, on peut avoir des risques qui vont couvrir, par exemple, les 4 prochains jours, alors qu'avant, c'était aussi des périodes fixes, c'était que sur les 24 prochaines. Donc une contrainte qui est très forte et qui a été assez mal identifiée au départ par les utilisateurs, par les prévisionnistes, c'est que quand on fait ça, on va devoir définir des zones clients, on va devoir définir des sous-zones, etc. Et on va devoir avoir beaucoup de zones identifiables et pertinentes pour les usagers auxquels on s'adresse. Donc ce qui est fait dans ce projet, c'est de prendre grosso modo des données météo en entrée, la zone client qui nous intéresse, de calculer le risque heure par heure sur cette zone-là. Et ensuite, ce qui a été choisi de faire, c'est d'essayer de partitionner la zone, d'abord spatialement, en zones homogènes, en faisant une recherche parmi toutes les zones parmi toutes les zones possibles, celles qui étaient le plus en adéquation avec la situation. Une fois qu'on a trouvé ces zones-là, de résumer l'information sur chaque zone, c'est-à-dire dire est-ce qu'il y a risque ou pas risque sur chaque petite sous-zone. Donc par ici, on a divisé en le nord, le sud de la Haute-Garonne et les coteaux. Donc dire si oui ou non il y a risque pour chaque heure, et ensuite de faire une agrégation temporelle pour diviser grosso modo en 2-3 périodes qui nous permettent d'avoir un tableau assez gérable pour ensuite mettre un template derrière. Et générer un commentaire qui va dire, bah voilà, il y a le risque qui est présent sur toute la zone sur toute la zone 3, donc ça va être sur les coteaux durant l'ensemble de la période. Par contre, au nord et au sud du département, on aura le risque, je ne sais pas, de neige qui va être présent seulement entre 15h et 18h, de forte chute de neige qui va être présent entre 15h et 17h. Donc c'est cette manière-là de cette manière-là, on a réussi à synthétiser l'information. Donc, ce n'est pas vraiment de la datation, c'est par contre du traitement de données volumineux, parce qu'on doit faire ça pour 1000 bulletins et plusieurs risques par bulletin en grosso modo 20 minutes, sachant qu'on a à peu près 1 téra de données en entrée. Donc ça, c'est comment on essaye de résumer l'information modèle pour générer un commentaire de texte à partir directement des sorties modèles. Maintenant, la seconde partie qui est comment on essaye de générer des textes de synthèse qui contiennent de l'information sur la situation générale, ça a été d'essayer de détecter des objets, ce qu'on appelait des objets météorologiques. Donc, le but, c'est d'être capable de détecter des objets pertinents, ensuite de les suivre temporellement pour pouvoir en parler. Donc, à droite, là, vous avez une analyse qui a été faite par des prévises, qu'on appelle une préviso, ou qui présente à la fois des dépressions sur le domaine Europe, avec des fronts chauds, des fronts froids, des fronts occlus, des fronts quasi-stationnaires, des anticyclones, voilà, donc différents objets. Le but, ça a été d'apprendre à détecter ces objets-là à un algorithme pour ensuite arriver à les suivre. Donc, ça, c'est des choses, ce type de carte, c'est quelque chose qui est fait opérationnellement depuis un peu plus de 20 ans, je pense, à Météo France, et qui a été heureusement archivé. C'est quelque chose d'une incroyable valeur hein, quand c'est archivé. On a accès à tout ça depuis à peu près 20 ans, sachant qu'on a accès à la fois à des images, donc ce type d'image-là, mais on a aussi accès aux annotations directement sous forme texte. Donc, elles ont évolué, leur format a évolué au fil des années, ce qui pose certains soucis, mais on a accès à toutes ces données-là de manière un peu brute, et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre des données qui ont été annotées opérationnellement par des prévisionnistes sur les situations du jour, et d'entraîner un modèle
à partir des données, des sorties de modèles de prévision numérique du temps, à reconnaître ces fronts-là. Donc on a différentes variables météo, on prend différentes variables en météo en entrée, on les fait passer à travers notre modèle de deep learning, et on essaye de produire ces cartes de front où on a nos différents types de fronts. Donc en jaune, vous voyez les endroits où il n'y a pas de front, et dans les autres couleurs, c'est pour chaque type de front qu'on a essayé d'apprendre. Donc ce qu'on voit dans cette image, c'est que sur une grosse partie de l'image, on n'a pas de front, parce qu'on a des datasets très imbalancés, très peu balancés. Donc ce qui nous a posé quelques soucis au début quand on a essayé de s'entraîner avec ça, avec une lunette avec ça. Donc pour arriver à faire cette application, ce qu'on a été un peu obligé de faire, ça a été d'entraîner le modèle de lunette en prenant des imagettes sur notre grande image, en rajoutant une condition, c'est que les imagettes qu'on prenait devaient avoir un certain pourcentage de pixels qui appartenaient à des fronts. On ne voulait pas d'image où il n'y ait pas de zone où il n'y ait pas de front. Donc, par exemple, si on a un bout d'imagette qui est ici et où il n'y a pas de front, ce qu'on fait dans notre data generator lors de l'entraînement, c'est qu'on l'élimine. Si par contre on a quelque chose qui se trouve ici où il y a des fronts, on va le conserver et on va essayer d'apprendre à prédire, on va le conserver pour l'entraînement et on va apprendre à prédire avec ça. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment nécessaire et primordial pour ces entraînements. Donc là, je présente quelques résultats qu'on a obtenus. Donc les 4 premières images, c'est la probabilité à des endroits donnés d'avoir un front d'un type donné. La dernière image, c'est la probabilité d'avoir pas de front. Donc ici, on a la vérité, et ici, on a l'argmax. Donc ce qu'on voit, alors là, ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'on est à peu près content. On arrive à peu près automatiquement à détecter les endroits où on va avoir des fronts qui ont été annotés par les prévisionnistes. Donc c'est pas forcément évident. Donc c'est pas forcément évident à première vue. C'était pas forcément évident qu'on y arrive pour 2 raisons. L'un, c'est que le dataset était assez non balancé. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas comment annoter les prévisionnistes. Les prévisionnistes n'utilisent pas forcément uniquement les sorties modèles, ils n'utilisent pas forcément les sorties modèles qu'on a prises, ils en utilisent plusieurs pour avoir une idée d'où va se situer le front. Donc on a un peu un écart entre ce qu'annote un prévisionniste et les données qu'on a utilisées. Et ensuite, tous les prévisionnistes n'annotent pas de la même manière. Et d'ailleurs, on le voit certains jours, il y a des fronts qui sont annotés que quand ils sont proches de la France. Les fronts qui sont un peu plus loin de la France, ils n'ont pas trop été annotés. Donc on était assez content, même si c'est perfectible. Et l'exploitation derrière qu'on a commencé à en faire, c'est d'essayer de décrire automatiquement l'évolution de ces objets. C'est pas du niveau de ce que fait un météorologue, hein, on est à peu près d'accord. Mais globalement, là, ce qu'on voit par exemple ici, c'est 3 fronts à 3 temps successifs qui sont séparés par des pas de temps de 3 heures. Et donc, ce que va sortir l'algorithme, le template qui génère à partir du tracking, ça va être, ici, il y a le passage d'un front froid au niveau des Açores qui va se déplacer vers le sud-est aujourd'hui jusqu'en première partie de nuit. Donc, on commence à arriver à générer des informations de situation générale à partir directement des sorties modèles sans passer de manière complètement automatique. Reste maintenant à l'intégrer dans les bulletins et faire valider que ça fonctionne quand même de manière correcte la plupart du temps. Donc, j'ai passé un tout autre type de sujet, hein. C'est un peu le problème quand on parcourt un peu les applications, qui va être la détection de la neige sur la route. Ça aussi, c'était un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Enfin, quand je dis beaucoup travaillé, c'est surtout sur lequel des stagiaires ont beaucoup travaillé. Ça a été d'arriver à prédire si des images qu'on remontait étaient présentaient de la neige. Donc pourquoi ?
parce que quand il neige et que les routes sont enneigées, ça a un fort impact sur la sécurité des personnes et des biens. Et ensuite que c'est quand même assez difficile à prévoir s'il va y avoir de la neige, si elle va tenir ou pas. L'objectif de cette application, c'est d'avoir une meilleure connaissance du temps présent. C'est-à-dire, est-ce que moi qui suis là dans mon bureau, je sais qu'il neige à Fréjus de manière automatique ou pas, pour avoir plus de données d'observation pour notamment les prévisionnistes. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien. On l'a utilisé on l'a fait à partir de classification d'images de webcam de réseaux routiers, puis d'autres images d'une base de données qu'on a aspirée. Et le but, c'était de voir s'il y avait de la neige sur la route et sur les abords. Et globalement, les résultats qu'on obtient sont assez satisfaisants, sauf pour certaines caméras un peu spéciales, où par exemple, il y a un entrepôt blanc qui est juste en face et qui ressemble finalement à de la neige. Un entrepôt qui est tout blanc, une zone assez homogène blanche, ça va ressembler à la neige et on a des faux positifs assez fréquemment sur ces caméras. Par contre, ça n'a pas encore trouvé exactement son public au sein de l'établissement. Il faudra voir si dans un futur proche, on arrive quand même à ce que des gens l'utilisent mieux, enfin l'utilisent de manière opérationnelle. C'est quelque chose qui est en production mais en mode, on va dire, un peu recherche. Un autre sujet, et normalement c'est le dernier, c'est le sujet de super résolution. Donc ce sujet, alors c'est aussi sur les histoires de dissémination d'informations pour le grand public. Le but, c'est d'améliorer la qualité visuelle des images radar qu'on peut avoir lorsqu'on regarde, par exemple, la télévision. La météo à la télévision, les animateurs de temps en temps font des zooms sur des images radar. Et la problématique, c'est qu'ils aimeraient bien zoomer plus, mais quand on zoome plus, c'est tout fou. Donc le but du projet, ça a été d'essayer de trouver un algorithme qui permette de zoomer en préservant un peu les contours. Et donc c'était un sujet qui a fait un stagiaire de Super Héros l'an dernier, qui l'a fait pendant à peu près la moitié de son stage. Ça n'a pas forcément été un investissement humain extrême, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Et ça marche plutôt bien, à voir si dans les prochains mois, ce stagiaire retrouve ses résultats à une heure de grande écoute à la télévision, ce qui serait assez intéressant pour un stage. Donc ici, c'est vraiment sur la dissémination, c'est pas pour améliorer la connaissance de la pluie, c'est vraiment pour avoir des images un peu plus jolies pour le grand public. Donc, toute petite conclusion. Donc, grosso modo, Météo France produit et archive chaque jour beaucoup de données, ce qui fait ça fait un endroit pour jouer assez intéressant pour un data scientist. On a plein de choses à faire. Il y a une forte expertise dans la maison en traitement de données classiques, et notamment une grande habitude de manipuler des jeux de données énormes. Enfin, ça choque personne quand vous dites que vous produisez 10 Tera de données par semaine pour certaines expériences, où vous manipulez des jeux de données de 1 Tera, ça ne choque pas grand monde. Enfin, au moins dans certaines équipes, ça ne choque pas. Pour les gens qui étaient plus à travailler avec des données de type Excel, ça les choque un peu. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout choquant. Ces dernières années, il y a eu une accélération forte sur l'IA, avec la structure, avec la création dans la BIA, la montée en compétences au sein de différentes directions par des personnes, soit seules, soit des équipes entières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup de voies à explorer sur les applications de l'IA en météorologie. Donc, moi, j'ai fini ma présentation. J'étais un tout petit peu plus rapide que prévu. Et je vais essayer de répondre à vous. Pour cette présentation très complète et
et intéressante sur le traitement des données chez Météo France. Donc, je vous propose que l'on passe aux questions. Alors oui. On a une première question de Ruben qui demande quelle est la résolution des images d'entrée du modèle de prédiction d'évolution de nuages. Alors, pour la résolution des données d'entrée, c'est la résolution des satellites, c'est à peu près 3 km en termes de résolution. Très bien. Donc c'est vraiment l'utilisation des données du satellite géostationnaire un tout petit peu traité, parce qu'on a déjà quand même la classe de nuage qui nous est donnée en entrée. Merci. Alors, on a une question au niveau de Cosparing. Est-ce que c'est également utilisé pour ça? Je vais peut-être laisser la parole à la personne qui a posé la question pour alors, je pense que là, on parle à l'oral. Ouais, j'ai bien la question. Je pense que ça sera plus là-dessus. Si vous pouvez activer votre micro, Christophe. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Oui. Je voulais savoir si c'était cette technologie qui était bien réalisée dans la méthode de prévision Cosparin pour la prévision de précipitations par satellite. Alors, ça va être Alors, je sais qu'il y a des collègues qui ont travaillé un peu dessus. Ça va être le même type d'algorithme qui va être utilisé. Je sais qu'il y a... Alors, il y a plusieurs... De mémoire, il y a eu plusieurs algorithmes qui ont été utilisés, plusieurs versions. Et je pense que les dernières versions, effectivement, sont à partir de même type de technologie, à partir de deep learning. D'accord. Je crois, de mémoire. De mémoire, oui, c'est à peu près la même chose. Merci en tout cas, c'était fortement intéressant et bonne continuation. Merci. Alors, ensuite, on a... Est-ce que les prédictions du temps J plus N sont corrigées par les prédictions du temps J-1 ou J-2? Ça, on est sur une question sur la partie au tout début, non, c'est ça, sur l'adaptation statistique. Je vais laisser la personne donc du coup activer son micro pour préciser. Bonsoir. Bonsoir. La question, c'est avec le modèle prédictif, c'est si on prédit un temps, le temps qui est dans 3 jours. Est-ce qu'avant les 3 jours, on peut avoir des corrections sur ces prédictions-là? Alors, les prévisions à Météo France, elles sont effectuées plusieurs fois par jour, et à chaque fois, elles sont corrigées. Donc, une prévision à 3 jours, si aujourd'hui on prévoit pour dans 3 jours, demain on va aussi prévoir pour dans 2 jours, et on va aussi la corriger. Et donc, elles sont à chaque fois qu'il y a une prévision qui est faite, elle va être aussi corrigée. Enfin, elle va être corrigée. Donc, si on prévoit pour J plus 3, on va la corriger plusieurs fois. On va l'actualiser plusieurs fois, cette prévision. D'accord. Merci. Je ne sais pas si c'est exactement la question. Alors ensuite, est-ce qu'on travaille également avec des modèles d'ensemble pour les risques ou uniquement avec les modèles déterministes? Alors pour l'instant, on travaille uniquement avec les modèles déterministes pour les risques. On n'incorpore pas encore la vision probabiliste. C'est plutôt prévu, mais ça sera prévu quand il y a un autre projet qui sera terminé. On a quand même, par contre, par rapport aux techniques précédentes, on a une vision, pas probabiliste, mais on a une vision en espace.
de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de points qui sont touchés par le risque ou il y a peu de points qui sont touchés par le risque et on en tient compte. Mais on n'a pas encore on ne travaille pas encore avec les modèles d'ensemble pour déterminer les risques. Alors, ensuite, on a une question qui nous demande est-ce qu'il est possible de consulter ces données de manière publique, qui est faite par un spectateur anonyme. Et là, je ne sais pas de quelles données on parle. Globalement, je pense qu'à peu près toutes les applications du LabIA, pour l'instant, sont... Alors, il n'y en a aucune qui est enfin, il y en a peu qui sont opérationnelles. Donc, tout ce qui n'est pas opérationnel, c'est sûr que ça ne sort pas de Météo France. Ce qui sera opérationnel, à voir pour certaines choses, peut-être que ça sortira. Sinon, non, ça ne sera pas forcément public, accessible par tout le monde tout le temps. Je sais pas, comme je ne sais pas de quelles données on parle, je ne peux pas te répondre de manière plus ciblée. Alors, pour les applications de l'apprentissage supervisé, est-ce que la taille de la base d'apprentissage évolue ou taille des clusters avec KNN par exemple? Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'on agrandit notre base au cours du temps et on réentraîne régulièrement pour le superviser? Pour l'instant, la réponse est non. Et c'est pareil pour l'entraînement non supervisé, où on ne réentraîne pas, on n'a pas réentraîné les algorithmes pour créer de nouveaux clusters, notamment pour l'application de synthèse du temps. C'est pas forcément vrai pour d'autres applications, notamment les régimes de temps, où il y a un réapprentissage quand la donnée, là c'est quand la donnée d'entrée change beaucoup. Alors ensuite, question de Christian Dumas, est-ce que certains jeux de données sont disponibles pour des acteurs extérieurs? Alors, oui et non. Donc, on a essayé de mettre en place un jeu de données libre qui s'appelle Météonet, qui est disponible par tout acteur. Et ensuite, Météo France a beaucoup de données qui sont publiques et accessibles par tout le monde. Et après, pour certains autres jeux de données, ça va dépendre des données. Les données satellites, il me semble qu'elles sont disponibles pour la recherche, au moins. Pas forcément mises à disposition par Météo France. Les données radar, je ne saurais pas dire. Les données de ce type-là, analytique précis, elles ne sont pas du tout disponibles. Ça va dépendre. Ça va dépendre des applications. Il y a une partie des données de Météo France qui sont disponibles, d'autres qui ne le sont pas. Et on a essayé de mettre en place un jeu de données libre qui est d'une taille raisonnable, parce qu'on ne voulait pas faire un jeu de données trop grand, et qui est vraiment libre et qui comprend beaucoup des données dont j'ai parlé, notamment des radars, ça, c'est sûr. Et après, il faut contacter des gens à Météo France. Si vous avez un besoin précis, il faut contacter des gens à Météo France pour savoir si c'est disponible ou pas. Quelle est la précision des données de température de l'air à un point donné? Alors, je ne saurais pas répondre exactement. Normalement, les stations, elles sont calibrées pour qu'on ait une précision d'à peu près 0,5 degrés. Mais je ne saurais pas répondre si... Je ne sais pas... sur la mesure, en tout cas, c'est l'ordre de grandeur que je peux donner. Alors, pour la détection de front, alors, vous pouvez activer vos micros de temps en temps pour parler, si vous êtes d'accord ou pas avec ma réponse, si vous voulez plus de précision. Parce que sinon, je passe vite chaque question. Je ne sais pas si ça vous va.
Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Sur la détection de front, est-ce que c'est comme le cas précédent ou c'est que de la détection par rapport à temps court, c'est-à-dire dans les 15 prochaines minutes? Ou est-ce que vous pouvez aussi le faire sans les images satellites, mais à partir d'autres prévisions? Alors, pour la détection de front, on n'utilise pas d'images satellites, on utilise juste des sorties modèles. Et du coup, on va jusqu'à J+4. Donc, on essaie de voir l'évolution des fronts jusqu'à J+4. Les algorithmes, on les a entraînés plutôt à prévoir les fronts à 0 heure, enfin, pile à l'instant d'observation. Par contre, ils sont capables de les produire jusqu'à J+4 et on est capable de les traquer de cette manière-là jusqu'à assez longtemps. Donc, avec comme données d'entrée les prévisions météo de vent, de pluie, etc. C'est ça? Voilà, c'est ça, avec comme données d'entrée les prévisions météo. Ok, merci. Alors ensuite, j'ai une question sur ma formation. Est-ce que j'ai une formation purement statistique ou également mathématiques appliquées à la physique? Alors j'ai plutôt une formation mathématiques appliquées. Alors ça date quand même d'il y a une bonne dizaine d'années. Mais c'était plutôt de l'analyse numérique à l'époque que je faisais et un peu de statistique. Et puis après, j'ai un peu dérivé pour partir un peu plus vers tout ce qui était machine learning, même si on peut, enfin, même s'il y a quand même pas mal d'analyse numérique en machine learning, enfin tout ce qui est algorithme de deep learning, quand on repart sur les mathématiques derrière, ça ressemble beaucoup à l'analyse numérique. Mais bon, à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas de formation de datation, ça n'existait pas. Alors, je suis arrivé en cours de route, je n'ai donc pas vu tous les projets, mais est-ce qu'il y a un algorithme pour les départs d'incendie sur les images satellites, ou est-ce que ce genre de projet demande plus de résolution et ne peut être mené à bien? Alors, c'est pas quelque chose qu'on a testé, j'en ai pas entendu parler chez nous, à Météo France. Par contre, au Cerfax, il y a des choses qui se font sur les incendies par image satellite. Et de mémoire pour voir l'évolution des incendies par image satellite. Je ne sais pas s'il y a une détection précoce des incendies. Je saurais. C'est pas quelque chose qu'on nous a demandé, c'est pas quelque chose qui est revenu, qui est venu dans les demandes jusqu'à nous. On ne peut pas aborder tous les sujets. Hein. Enfin, il y a un nombre de sujets énorme, mais on peut pas. On n'a pas pu aborder tout ce qu'on. Et c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Et ouais, notamment, Météo France a une grosse mission pour les sapeurs-pompiers, notamment prévoir les incendies en Méditerranée. Et effectivement, la détection précoce, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Est-ce que l'IA est utilisée pour générer les différents sets de données initiales pour le calcul de chacun des modèles d'ensemble? Non. Pour l'instant, donc ce qui est fait pour générer enfin, si je comprends bien ce que vous appelez modèle d'ensemble, donc ce qui est fait pour les prévisions d'ensemble, c'est que c'est pour l'instant initialisé à partir de différentes. Enfin, en fait, ce qu'on fait, c'est que lors de l'initialisation, on prend différents états initiaux, mais qui ne sont pas créés à partir de l'ensemble, ils sont créés à partir de l'assimilation d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va considérer, pour l'assimilation, c'est la phase de recalage des états initiaux sur les données observées dans l'atmosphère. On va considérer différents états initiaux un tout petit peu perturbés, des observations un tout petit peu perturbées, ce qui va nous donner un nombre d'états, enfin, différentes ébauches un peu perturbées, enfin, état de l'atmosphère un peu perturbé et observations perturbées, ce qui va nous donner un nombre d'états initiaux, un ensemble d'états initiaux pour la prévision d'ensemble, et ensuite elles sont intégrées numériquement avec en rajoutant un peu de choses au milieu. Mais... Alors, ensuite, quand vous faites des prévisions de texte explicatifs, vous tenez compte des informations locales, données topologiques, emplacement des communes, vallées, etc. Aussi, et c'est lié, je pense, est-ce que vous recherchez globalement et ou localement? Alors, oui et non. La réponse honnête, ça serait plutôt non. Mais
ne tient pas compte réellement des informations locales. Par contre, dans le calcul des risques, dans la base de données, on va avoir des bases de données qui vont nous dire cette zone-là c'est une zone montagneuse, cette zone-là, c'est une zone de vallée, et on va pouvoir, du coup, dans le commentaire, dire que le risque va toucher que la vallée ou que la partie de la montagne, quand on localise, par exemple, des risques. Dire que les précipitations, ou que les chutes de neige auront lieu qu'à partir de 1500 mètres, ou que le vent, les fortes rafales auront lieu qu'au niveau des sommets et pas trop dans la vallée, ou l'inverse. Donc, c'est des choses qu'on n'en tient pas compte dans le risque, on n'en tient pas compte au moment ni du calcul, pas du calcul du risque, ni au moment du calcul du commentaire. Par contre, on en tient compte lorsqu'on recherche les meilleures zones possibles pour décrire où a lieu le risque. Deuxième question, avez-vous des modèles similaires appliqués à la prévision de la qualité de l'air? Alors là, c'est de quel modèle on parle? C'est des modèles de texte toujours ou pas? Que vous pouvez préciser, Cédric, votre micro est allumé normalement. Ah oui, bah, dis donc, je n'avais même pas vu. Bonjour. Bonjour. Du coup, je me demandais si... c'est plutôt l'Atmos qui fait les critères de qualité de l'air, ces mesures. Et pour le coup, je me demandais si vous la mesurez aussi, par exemple, les particules fines, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on la mesure? Alors, on a des modèles aussi de prévision de qualité de l'air. Il n'y a pas d'IA de mémoire à l'intérieur. On fait tourner des modèles pour Copernicus de prévision de qualité de l'air, par exemple de transport de pollen, ou de choses comme ça. On ne fait pas de texte là-dessus, en général. En tout cas, nous, on n'en fait pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font quelque part à Météo France. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Oui, je me demandais en fait tout simplement parce qu'on a une thèse sur ça, on mesure des données et je trouvais qu'il y avait une similitude quand même avec les modèles météo, quoi, quelque part. Même si nous, on s'occupe de mesurer justement dans une vallée. Et finalement, il y a peu de points de mesure de la qualité de l'air, en tout cas vers chez nous, contrairement à la météo. Mais je me disais qu'il devait y avoir des similitudes dans les modèles, certainement, de flux. Donc, moi, je ne suis pas au niveau physicien, je suis plus au niveau de collecter la donnée, quoi, tout simplement. D'accord. Alors, il y a des modèles de prévision de dispersion de polluants, de choses comme ça, à partir, qui marchent un peu pareil, mais je ne suis vraiment pas expert. Alors, du coup, j'ai pas trop envie de raconter trop de bêtises. Mais je sais qu'on en a un qui tourne en opérationnel, notamment pour Copernicus. D'accord, merci. Alors, ensuite, donc Zoé Lelon. Bonsoir, je suis en première année à l'INSA de Toulouse. J'ai trouvé votre conférence très intéressante. Je m'intéresse beaucoup à la data et à la météo et je souhaiterais suivre un parcours similaire au vôtre. Si vous voulez bien, est-ce qu'il est possible de récupérer un contact pour une demi-journée d'immersion ou un futur stage? Oui, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou ce genre de questions, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de... alors, je ne pourrais pas forcément faire tout, mais j'essaierai de transmettre vos demandes, donc c'est toujours possible. C'est possible si vous avez besoin de questions un peu plus précises, n'hésitez pas à me le demander. Alors pour les stages actuellement, il y en a, en tout cas, ceux qui sont proposés, historiquement, il y en a pas mal qui étaient proposés par le Labia cette année. C'est un peu particulier parce qu'il y a un changement un peu de statut, il y en a un peu moins. Mais il y en a certainement d'autres à Météo France sur la data, à différents endroits. Après les demi-journées d'immersion, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est toujours possible d'essayer d'aller discuter avec les équipes qui font l'IA. C'est un peu plus compliqué en ce moment, parce qu'on est un peu en télétravail, mais ça doit toujours être possible.
Alors ensuite, il y a Baptista qui souhaiterait poser une question, donc je réactive le micro. oui, Alors, est-ce que ça marche? Oui, peut-être. oui, Oui, on vous entend. on vous entend. Merci pour cette présentation. J'ai peut-être raté l'info ou j'ai pas su la décrypter. Vous êtes face à des calculs, vous l'avez dit, hyper lourds, avec beaucoup de variables d'état, finalement. C'est le mot que vous avez utilisé, donc peut-être qu'il n'a pas le même sens pour nous deux, mais j'ai Ouais. l'impression que c'est une variable à résoudre, finalement, dont il faut trouver la valeur. Ouais, Qu'est-ce que vous avez, ou est-ce que vous mettez en place des techniques de réduction de modèles? Alors, qui peuvent être par des grilles géographiques plus ou moins précises, qui peuvent être, que sais-je en fait. Comment vous faites pour accélérer finalement vos calculs en réduisant le nombre de calculs à faire? Bonne question. Bonne question. Est-ce qu'on échantillonne? Alors, en fait, ça doit pouvoir dépendre un peu des applications. Pour la prévision numérique, alors tout ce qui est modèle physique, il y a deux modèles. Il y en a un qui couvre le globe entier et un qui couvre que la métropole. Celui qui couvre le globe entier a une plus grande résolution et l'autre il a une plus petite résolution. On ne pourrait pas on pourrait pas se le payer sur toute la métropole. Est-ce qu'ailleurs on met la réduction en dimension? Alors, je ne vais pas répondre non parce qu'il doit bien y avoir des gens qui le font en Météo France. En tout cas, nous, on ne l'a pas spécialement fait au Labia. À part cette application-là, à part l'application qui est de résumer l'information, où on essaye de synthétiser mais ça ne réduit pas du tout le coût de calcul. Est-ce qu'on a des modèles? Est-ce que ça veut dire que vous ne le faites pas parce que finalement vous n'en avez pas besoin, vu que vous avez la puissance de calcul nécessaire? Pas forcément. C'est toujours un point critique, la puissance de calcul. On doit quand même changer de calculateur assez régulièrement. Tous les 5 ans, et ça coûte quand même très très cher. J'aurais tendance à dire qu'il y en a certainement un peu dans la partie assimilation, mais après, ailleurs, je ne sais pas trop. Après, toutes les prévisions ne sont pas faites aux mêmes résolutions, mais on n'a pas un modèle statistique qui approxime. Et ensuite, on a aussi un peu l'approche inverse, dans le sens où on fait tourner des choses à résolution un peu grossière, et des fois on essaye de retrouver une résolution plus fine en sortie, en utilisant des techniques pour augmenter la résolution. Mais ce qu'on appelle de la descente d'échelle. Mais moi, je ne vais pas dire qu'il y a... Si, il doit y avoir forcément des gens qui font la réduction de dimension, mais je ne connais pas trop les applications. Okay. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais Météo France, c'est quand même 2500 personnes, à peu près. Du coup, je ne connais pas tout ce qui se passe quand même. Je vous remercie. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On a bien répondu à tout le monde, du coup, sur les questions-réponses. N'hésitez pas, hein, notamment, même sur l'organisation, je ne sais pas, sur des tâches au quotidien, je ne sais pas si sur les tâches un peu au quotidien ou ce genre de choses, si vous avez des questions sur qu'est-ce que ça veut dire être data scientist à Météo France ou... Je ne sais pas s'il marche. Mathieu Lefebvre, vous souhaitiez poser une question? Allô? Oui, vous entendez. Bonjour, c'est la première fois que j'utilise Zoom.
et que je participe à une conférence comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est spécialiste en informatique, mais j'ai déjà fait un peu de Python et tout ça. Je suis celui qui a posé la question sur la détection des incendies. Donc c'était juste pour savoir s'il y avait un projet qui existait comme ça, parce que connaître un départ de feu, ça aurait été, c'est bien pour les sapeurs-pompiers, ça évite de trouver le feu déjà dans des proportions assez grosses. Et il y avait une personne qui avait posé une question sur les pollens. Alors, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Je sais que sur le Play Store de Google, il y a une application qui répertorie les allergènes et leur niveau de, comment dire, leur niveau de, pas de gravité, mais de diffusion dans l'air selon un code couleur faible, moyen, élevé. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire la personne qui a posé cette question. Allô? Allô, allô? Pardon. Alors, je regarde qui avait posé cette question. Parce que du coup, il s'intéressait à savoir s'il y avait des modèles à Météo France qui utilisaient le pollen et tout ça. À ma connaissance, j'ai un peu travaillé, enfin, j'ai été en formation un petit peu et j'avais pas trouvé ce genre de modèle parce que c'était juste des aérosols, mais pas sur les particules des pollens euh, eux-mêmes, quoi. Alors, de mémoire, Méso-France a quand même quelque chose qui tourne sur les pollens, sur la prévision de la dispersion, enfin, à quelques jours. On l'avait utilisé, je l'avais utilisé donc passé quand je travaillais en startup pour une application qui est à peu près celle que vous décrivez. Hmm. On récupérait les données de Météo France pour dire où est-ce qu'il allait y avoir du pollen dans les prochains jours et où est-ce que les allergiques allaient avoir du mal. Ouais. Ça faisait partie du réseau national de surveillance aérobiologique. Apparemment, ils avaient comment dire, des liens avec Météo France Oui. pour établir ces données, d'après ce que j'ai compris. Oui, il y a des liens entre Météo France. Parce Ouais. que il me semble que les stations qui sont utilisées pour les pollens, bah, elles sont implantées un peu de la même façon que les stations de Météo France, mais ça n'utilise pas les mêmes appareils de mesure. Oui, certainement, parce que on ne C'est, mesure pas du tout les mêmes choses et elles ne sont pas du tout gérées par Météo France. Par contre, elles sont non, gérées ça doit par le être RNS. géré par l'organisme de recherche qui travaille avec Météo France. Voilà. C'est vraiment des appareils spécifiques. Alors après, d'où savoir viennent les données, tout ça, j'en sais trop rien, mais je sais qu'il y a des applications sur le Play Store qui parlent de ça pour les allergiques. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. On avait une question du coup, si vous êtes d'accord, Vincent, pour ensuite transmettre le diaporama aux personnes qui ont participé. Oui, pas de souci. Donc, on vous enverra ça pour répondre à la question dans les jours qui viennent. Et donc, qu'est-ce que veut dire data scientist à Météo France? Ça va dépendre. Ouais. Ça va dépendre si vous travaillez en fait. Où est-ce que vous travaillez? Enfin, c'est une question. Ça va dépendre si vous travaillez dans une équipe qui est plutôt spécialisée dans un sujet ou plutôt spécialisée dans répondre à plein de types de sujets. Il faut savoir que il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont data scientists à Météo France. Et il faut arriver à s'imprégner du vocabulaire météo quand on arrive, parce que c'est pas forcément très simple. Et sinon, ça veut dire qu'on va manipuler beaucoup de données, travailler avec pas mal de gens différents. Enfin, je sais pas, c'est un peu vague. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous voulez préciser peut-être, Zoé? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'était surtout avoir une idée générale tout d'abord, mais aussi, je voulais savoir, vous disiez s'imprégner du langage météo, vous avez suivi
des cours à l'ENM pour ça, ou une formation, ou c'était vous avez lu des articles pour rester informé, ou je sais pas. Alors, non, j'ai pas suivi de cours à l'ENM. Non. Disons que moi, je le ressens moins maintenant, parce que ça fait quand même bientôt 10 ans que je travaille plus ou moins sur la météo. Mais il y a beaucoup de vocabulaire et de processus qui sont techniques et qu'il faut arriver à peu près à comprendre. Et c'est pas forcément évident, parce que c'est souvent, comme tous les gens autour ont ce vocabulaire quand on débarque sur un sujet, ou enfin tous les gens à Météo France ont à peu près un vocabulaire commun. Il n'y a pas forcément cette vision que les autres n'ont pas. Que les gens qui sont un peu extérieurs à l'ENM, enfin, qui n'ont pas fait l'ENM, n'ont pas de vocabulaire et ne savent pas forcément de quoi on parle. Et par contre, donc, il peut y avoir un peu des formations qui sont dispensées à Météo France. Ça va dépendre un peu des projets. Sur les projets sur lesquels vous êtes, il y a besoin ou pas. Notamment, à un moment donné, c'est pas sur ces projets-là, mais j'avais été formé un peu à la prévision saisonnière ou ce genre de choses quand je devais travailler sur ce type de projet, pour un peu le comprendre quand même, quels étaient les tenants et les aboutissants. Donc s'il y a des formations qui existent sur la thématique spécifique sur laquelle vous allez travailler, vous pouvez avoir ça. Sinon, quand il n'y a pas de truc qui existe spécifique, ou c'est un truc qui existe, mais ça prend 6 mois, on va pas vous former. Enfin, il n'y a pas de formation de 6 mois, quoi. Ok, donc c'est surtout de la culture personnelle pour répondre aux besoins. Ouais, ça plutôt être de la culture personnelle, d'aller discuter avec beaucoup de gens et de ne pas hésiter à poser la question qu'est-ce que tu veux dire par là? Et quelles sont les implications? Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, il y a aussi des formations, effectivement, pas qu'à Météo France. Il y a des formations, j'imagine, sur la météo un peu partout. Mais quand on travaille, c'est plus dur de le suivre. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut comme bagage pour entrer à Météo France en tant que data scientist et comment postuler? Alors, qu'est-ce qu'il faut comme bagage? C'est un peu... Non. Les gens qui étaient au Labia, enfin, on parlait au moins de cela, ça a été des gens qui sont venus de différents horizons, qu'on travaillait, qui avaient ou pas des expériences au préalable en data science, en entreprise. Enfin, il y a eu des sorties d'école et des personnes qui étaient un peu plus expérimentées. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer à Météo France en tant que data scientist? Je dirais, faut postuler, il faut avoir la chance de tomber sur un moment où il y a un poste de data scientist qui sort et qui correspond à peu près à ce qu'on veut faire. Le plus simple étant certainement de commencer à potentiellement y rentrer en tant que stagiaire pour savoir s'il y a des opportunités derrière qui peuvent s'ouvrir. Il faut savoir que Météo France, c'est un organisme qui est surtout composé de personnes qui sortent de l'école de la météo, et que généralement, quand on rentre à Météo France en tant que data scientist, en tout cas, nous, on y est tous rentrés en tant que CDD au début. C'est pas forcément des CDI. Il faut passer par l'école de la météo pour passer par l'école d'ingé de la météo pour être pour faire ce genre de cursus et arriver en tant que data scientist ou pas? Non, pas forcément. Alors, il y a beaucoup de... Enfin, comme 98%, on va dire, des gens qui travaillent à Météo France sont passés par l'école de la météo. Il y a pas mal de gens qui viennent de l'école de la météo, mais là, notamment à partir au Labia, c'était plutôt des gens qui venaient de l'extérieur et qui n'avaient pas fait l'école de la météo. D'accord. Okay. Et après, comment postuler? Il faut trouver faut tomber au bon moment. Enfin, il n'y a pas 50 000 postes. Faut rester un peu en alerte. Normalement, les offres sont disponibles sur la place de l'emploi public. Les offres de poste. Après, on peut avoir une thèse, on peut ne pas en avoir. Enfin, pour être data scientist, ça pose pas de problème. Si on veut pas travailler du côté recherche, il faut plus avoir une thèse que pour en avoir. D'accord. Okay, merci.
Oui, j'avais une question. Sinon, à part Météo France, en étant data scientist spécialisé dans ce domaine-là, sur la météorologie en gros, où est-ce qu'on peut travailler? Alors, on peut travailler dans différentes, on va dire, structures de recherche un peu académiques. On peut essayer de travailler un peu. Il y a des équipes qui travaillent à l'INRIA sur des choses qui sont proches de ça. On peut aussi travailler dans. Alors, il y a plusieurs. Il y a les clients qui sont météo-sensibles qui peuvent avoir des gens qui traitent des données directement, par exemple EDF ou RTE ont des personnes qui traitent directement les données météo chez eux. On va avoir aussi des startups ou des filiales de Météo France comme Météo France International ou Weather Force qui sont à Toulouse et qui travaillent dans la météo. Enfin voilà, il y a pas mal d'acteurs. Météo France est certainement un des plus gros acteurs de la météo en France. Mais il y a pas mal d'acteurs de la météo. Il faut savoir que Météo France accueille un incubateur de startups. Ça peut être aussi une idée d'aller regarder ce qui se passe dans les startups de cet incubateur ou dans les anciennes startups qui sont passées dans cet incubateur pour avoir une idée des sujets qui sont proches de la météo et qui sont portés par ces startups. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être répondre du coup une question qui a été posée par Romain. Qui s'adressait peut-être. Alors, avez-vous entendu parler du double diplôme en alternance mode IA? C'est un double diplôme dans l'intelligence artificielle avec des étudiants de l'INSA et de l'ENSET. Si oui, que poussez-vous de ce genre de formation? Serait-elle utile pour devenir data science à Météo France et prenez-vous des étudiants en alternance? Alors, j'ai pas du tout entendu parler de cette formation. Du coup, je vais avoir du mal à répondre à la question. Est-ce qu'une formation en alternance c'est utile pour devenir data scientist à Météo France? Je sais pas. Est-ce que c'est primordial? Non. Est-ce que Météo France a déjà accueilli des data scientists en alternance? La réponse est oui. Je crois que sur les premières applications, sur les toutes premières applications, il y a des choses qui ont été faites par des alternants. Notamment sur l'application de Météo France, on peut donner une idée. On peut envoyer des photos qui présentent le temps actuel qu'on observe. Et il y a une application qui a été faite par un alternant pour filtrer les photos qui ressemblaient pas du tout à la météo. Donc il peut y avoir des alternances. C'est pas forcément facile et je pense que ça l'est encore moins dans le contexte actuel de l'épidémie. Est-ce que le terme de jumeau numérique est abordé en tant que tel à Météo France? Je ne sais pas. Sur appliqué à la planète, est-ce que j'ai pas trop entendu parler de jumeaux numériques ou digital twin, donc je ne pourrais pas trop répondre à la question. Ouais, c'était une question un peu vague, un peu d'ouverture. C'est un terme qu'on retrouve sur les modélisations de systèmes intégrés plutôt dans le génie industriel, mais je pense que ça a du sens de l'appliquer à la planète aussi. Du coup, je me demandais si Météo France avait des travaux. Alors, il y a des projets de modélisation de la planète Terre un peu plus dans son ensemble. Enfin, ouais, un peu je ne saurais pas du tout. Une intégration de tous les modèles, de tous les résultats, de tous les flux de données. Bon, c'est encore très de la prospective. Hein, mais je ne saurais pas vous répondre de manière très précise. Sur ces choses-là. Pas de souci. Ouais, à l'INRIA, mais aussi à l'INRIA, effectivement. Enfin, quoi. Impossible, je ne connais pas. Pour les endroits où on peut faire de la météo, l'INRIA, enfin,
Quel temps fera-t-il demain? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les prévisions météo. À vue de nez, il fera pas très beau comme aujourd'hui, mais ça c'est la persistance et c'est pas du tout la prévision. Je sais pas du tout. Donc, je pense qu'on a terminé avec les questions. S'il n'y a pas d'autres questions, pour information, dans le cadre du certificat Big Data, toujours le mois prochain, il y aura une nouvelle conférence autour du Big Data, cette fois-ci dans le secteur de l'automobile, plus précisément en rapport avec les véhicules connectés et autonomes. Si cela vous intéresse, vous pourrez la suivre. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer l'intervention. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir proposé de faire cette intervention et de discuter avec tous les participants. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Oui, c'était très intéressant pour nous aussi et les participants ont apprécié également.